Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Paris, Forum Bois Construction 2021 et nous sommes toujours dans ce magnifique bâtiment qui est le Grand Palais éphémère. Avec moi, la team, on va dire, de l'ameublement français. Et on va commencer par vous, Julie Salor, bonjour. Bonjour. Vous êtes d'une société qui s'appelle Square Solutions. Je vais vous demander de me la présenter. Alors, Square Solutions, c'est une société qui fait de l'ameublement et de l'agencement pour les points de vente et les bureaux professionnels. On fait la conception sur plan et la réalisation et le pilotage de chantier pour tout type de RP finalement, en intégrant l'éco-conception, l'upcycling et le réemploi. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que vous êtes encore étudiante et que vous êtes étudiante en alternance, c'est ça? Exactement. Quelle est votre école? C'est l'Institut Léonard de Vinci. En face de vous, Monsieur Fabrice Poncet, bonjour. Bonjour. Fabrice, vous représentez une société qui s'appelle La Fabrique. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est La Fabrique? C'est le cœur de notre métier. C'est un atelier de fabrication qui est basé à Lyon. On est 25 personnes. On a démarré en 2008 et on produit du mobilier, des agencements, des pièces d'artistes, des scénographies. Tout ça dans une logique collaborative, avec une logique environnementale et une dimension également de réemploi. Voilà, ce dont nous allons parler tout à l'heure. Luc Bonvoisin, bonjour. Bonjour. C'est mon voisin. Hein. Mon voisin. Et j'ai dit bon voisin, je suis désolé. Non, vous en faites pas. Vous avez un parcours un peu particulier. J'ai compris que vous étiez marin, designer, utopiste. Ouais, alors utopiste, ce qu'il en reste en tout cas. Mais en tout cas, ouais, effectivement, j'ai commencé par des études de design, puis j'ai été officier de marine marchande. Et après un plan social chez mon ancien employeur, j'ai lancé Cataba en 2017. Et donc, on a initié avec Cataba la vie d'un éditeur de mobilier durable avec un traitement particulier des enjeux carbone à travers toutes nos pièces de mobilier. Voilà, dès la création de la société, vous vous intéressez à cet aspect carbone. Alors, on va parler d'un mouvement que vous avez mis en place qui s'appelle Uppers. Tout à fait, on dirait même Uppers. Uppers. Voilà, c'est un mouvement qui est né au sein de l'ameublement français, qui est notre organisation professionnelle, qui regroupe 40 000 personnes, qui produit du mobilier avec des toutes petites structures et des très grands groupes. Et au sein de ce mouvement a émergé petit à petit la question du réemploi de la matière. Dans le métier de l'ameublement français, on travaille depuis longtemps sur des boucles de recyclage, puisque les panneaux, notamment de mélaminés, sont issus en grande partie du recyclage. Mais il est possible aujourd'hui, et il est souhaitable aussi, de mettre en œuvre des boucles qui soient plus courtes et qui passent par une utilisation de la matière sans la détruire. Et on a fédéré donc au sein de ce mouvement des Uppers des structures qui peut-être historiquement n'étaient pas dans le syndicat professionnel. Ça peut être des startups, ça peut être des entreprises de l'économie sociale et solidaire, mais c'est des structures qui ont des solutions nouvelles pour une approche plus circulaire de la fabrication du mobilier. Concrètement, ça se passe comment? La fabrication en circulaire? Oui. Ouais, très bien. Le principe, c'est d'essayer de ne pas détruire la matière. Et donc, on peut mettre en place des boucles de réemploi qui peuvent être plus ou moins longues. La boucle la plus courte étant celle de la réparation. Mais on peut également avoir un travail autour de la réutilisation en faisant une petite réparation et en revendant le meuble après. Et puis, il y a une troisième boucle qui est celle qu'on appelle le surcyclage, où là, on va s'appliquer à ne pas détruire la matière, mais on va refabriquer une nouvelle pièce, un nouveau meuble, à partir soit de déchets d'éléments d'ameublement, soit de pièces qu'on a récupérées lors de la fabrication. Et c'est là qu'intervient un point qui est très important, qui est la notion de design, parce que quand on récupère un gisement de matière, il faut arriver à en faire quelque chose qui soit intéressant. Voilà, l'objectif, ce n'est pas seulement de récupérer de la matière, c'est aussi de faire du beau et de faire du design avec cette matière récupérée. Exactement. On est au Forum Bois, là, ici, Forum Construction Bois. Quel est le lien entre l'ameublement français et le bois, la construction bois, la forêt? Alors, la forêt, on y reviendra un petit peu plus tard, je pense, parce que c'est vraiment quelque chose qui, à la fois symboliquement, économiquement et en termes de développement durable, est extrêmement importante. Mais je crois qu'il faut avoir, d'une manière générale, une approche plus globale de la manière dont on traite la question de l'habitat et du cadre de vie. On fait trop de maisons d'un côté, avec des aménagements de l'autre côté et des meubles encore d'un autre côté, voire même de la décoration. On pense qu'il faut avoir une approche plus globale et réfléchir à la manière dont on peut vivre mieux dans nos intérieurs et travailler sur une logique plus globale de cadre de vie, en fait.
Logique de cadre de vie. Et la démarche UPER s'inscrit dans cette logique de cadre de vie. Elle s'inscrit dans cette logique de cadre de vie, dans des boucles d'économie circulaire, tout à fait. Alors on va voir comment ça se passe dans la vraie vie. Chez vous, Luc, mon voisin, comment vous avez mis en place, qu'est-ce que vous mettez en place pour aller dans cet objectif ? Alors effectivement, comme le disait Fabrice, le sujet c'est d'arriver à trouver de la matière à réemployer. Et il faut que cette matière, elle ait une nature qui... une forme, des dimensions qui permettent de pouvoir la retravailler en atelier. Et donc, il y a tout un travail qui a été fait par la filière pour identifier des gisements. Donc, on a parlé du panneau de particules, qui est le premier gisement sur lequel je pense que la plupart des acteurs ont travaillé. On sait aujourd'hui qu'on a aussi des gisements de bois massifs qui peuvent être retravaillés en atelier, remis en forme. Et donc, derrière ça, on va associer chez nous le travail du designer pour arriver à s'imprégner des propriétés caractéristiques de cette matière pour en faire un nouveau meuble avec une identité propre, avec voilà, cette contrainte très spécifique à l'upcycling de la matière d'origine qui n'est pas disponible dans tous les formats qu'on souhaite, etc. Et donc il faut arriver à s'adapter à cette donnée supplémentaire parce qu'on a évidemment la donnée de l'usage, voilà, la vocation du produit peut être de rentrer dans un espace haut de gamme, plus milieu de gamme, etc. Donc à chaque fois on va avoir une approche de design différente. Mais donc il faut intégrer, en plus de tous ces critères qui sont déjà ceux du designer, du cahier des charges du designer, il faut intégrer celui de la matière. Et donc c'est de cette manière-là qu'on avance et en systématisant autant que faire se peut les procédés de réemploi pour arriver à maintenir des coûts qui soient tenables parce que ce dont on se rend tous compte dans nos ateliers et auprès des ateliers avec lesquels on travaille, c'est qu'en réalité le réemploi impose des coûts de fabrication qui sont supérieurs à ceux de la production classique puisqu'on doit retransformer la matière et c'est pas une matière standard qui rentre. Voilà, c'est pas une matière standard, c'est pas une matière brute standard qu'on va utiliser. Il faut la retravailler, il faut refaire. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? On pourrait partir, par exemple, on a fait un projet sur de la tôle. C'était des tôles qui étaient sur des ventiloconvecteurs. Évidemment, cette tôle, elle est déjà peinte, donc il faut la décaper. Je donne juste cet exemple-là, mais voilà, il y a une phase de préparation de la matière qui n'existe pas quand on achète une tôle directement chez un vendeur de tôle. Cette démarche on a bien compris, qui va vraiment vers l'environnement, qui pousse loin l'environnement, elle est bien reçue par les personnes, par vos clients, par exemple, par les maîtres d'ouvrage On voit clairement des attentes qui augmentent. Pour donner des éléments de contexte, aujourd'hui, le Français moyen, il va émettre en gros 10 tonnes 8 de CO2 par an. Quand on émet 10 tonnes 8 de CO2, on est très loin des trajectoires qu'on souhaite atteindre en termes de limitation du réchauffement climatique. Si on veut être sur une trajectoire à 2 degrés, il faudra que pour 2050, on ait divisé par 5,4 nos émissions. Divisé par 5,4 nos émissions, ça veut dire passer de 10,8 tonnes par an et par Français à 2 tonnes. Et donc, nécessairement, ça va nous imposer de changer un peu nos modes de fabrication. Et ce dont on s'est rendu compte en travaillant notamment avec l'ADEME, c'est que, et là, la filière bois a toute sa valeur, c'est quand on travaille en éco-conception et qu'on vient privilégier des matériaux bas carbone comme le bois, on est déjà capable de diviser par 4 en gros nos émissions sur des produits standards comme des tables. Et quand on vient rajouter le réemploi, on passe d'une division par 4 à une division par 8. Et donc là, les 5,4 fois moins de CO2, on les trouve. On les trouve tout de suite. Ouais. Donc c'est une vraie solution de transition. C'est une vraie solution vertueuse. Ce réemploi, on l'imagine, je ne sais pas, sur le fauteuil sur lequel vous êtes assis, par exemple. C'est combien de la matière qu'on peut utiliser en réemploi quand on crée un fauteuil comme celui-ci ? Par exemple, c'est pour avoir une idée. Est-ce que c'est 50% de la matière ? Est-ce que vous pouvez utiliser 100% de réemploi pour faire un fauteuil comme ça ? Ou est-ce que... Très clairement, on sait qu'on est tous capables de faire du 100% de réemploi. La question, c'est est-ce qu'on va arriver à un prix de marché qui sera cohérent si on est à 100%. Et donc c'est là où il y a des réglages fins et on est encore dans l'expérimentation sur voilà, nos différentes entreprises. Mais voilà, on peut pousser le réemploi au maximum, on peut baisser l'impact carbone au maximum, mais est-ce qu'on va arriver à la fin à un prix qui sera cohérent pour le marché ? Et ça, c'est une question. C'est ça la difficulté en fait. Ouais. C'est peut-être là-dessus, c'est peut-être ça le plus difficile. Oui, absolument. C'est d'arriver à aboutir à ce réglage-là et je crois qu'on cherche tous... Fabrice, vous vouliez ajouter quelque chose ? Je crois qu'il faut aussi se méfier du mirage de la perfection, quoi.
D'un point de vue environnemental, si on produit beaucoup plus de meubles avec une grande part de réemploi, c'est beaucoup mieux que si on produit peu de meubles avec 100% de réemploi. Voilà. Alors je le dis avec des mots, ce qui est très intéressant chez Cataba notamment, c'est qu'ils font tout un travail justement d'analyse de leur bilan carbone et aussi du pourcentage de matière recyclée qui est utilisé. Pour nous les hoppers, c'est un axe qui est très important. Il faut qu'on arrive à montrer la valeur de ce qu'on produit, parce qu'on sait qu'en coût, on peut être parfois un peu plus cher que des structures traditionnelles, industrielles, mais on apporte une autre valeur, une valeur complémentaire à la société sur le plan social, sur le plan de l'insertion professionnelle, sur le plan de la lutte contre le changement climatique, et ça, il faut qu'on le rende visible. Il faut le rendre visible. Oui. Si je peux me permettre de rebondir, j'entendais récemment des chiffres par rapport à la création d'emplois liés au réemploi, et les données qu'on commence à avoir, c'est que pour 10 000 tonnes enfouies, on crée un emploi. Pour 10 000 tonnes réemployées, on en crée 690. Voilà, c'est donc considérable vertueux ouais. à tout point de vue. Ouais, c'est une manne pour l'emploi. Ouais. On va parler avec vous maintenant, Julie Salor. Vous êtes étudiante, vous vous intéressez à la RSE. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ce genre d'études ? Je pense que c'est une question de génération, beaucoup. C'est vrai qu'on a tous été sensibilisés beaucoup plus vite et beaucoup plus tôt que peut-être vos générations. Pas du tout. À ces questions-là, aux enjeux sociaux et environnementaux. Et on a envie de s'impliquer, c'est un souhait, mais c'est aussi chez beaucoup de personnes une réalité. L'alternance que je fais, management de la RSE et performance des organisations, c'est justement un moyen pour moi de m'intégrer, de trouver des solutions pour s'engager concrètement et en même temps faire son métier. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple justement d'engagement concret que vous avez fait avec Square Solutions ? C'est l'objectif de l'entreprise, c'est de proposer des solutions upcycling à tous nos clients à chaque fois. Donc l'engagement, il est là. C'est l'engagement de l'entreprise. C'est l'engagement de l'entreprise. Alors un exemple de projet réalisé, si vous avez. Oui, on a comprenne bien. Juste ici. Là. Le voilà. Voilà. On a deux projets. Ici, on voit ESUS donc sur la gauche et en haut à droite. Et on a la RIVP, la ville de Paris, en bas à droite. ESUS, c'est assez important parce qu'ils font, donc HESUS, ils sont en train de proposer des solutions de gestion des déchets pour les chantiers, donc les gros déchets qui prennent bien de place et qui sont souvent enfuis. On avait pour objectif de transformer leur identité de marque en une charte architecturale qui leur correspond. Donc vous voyez la cabine ici, elle est totalement issue de l'upcycling et du réemploi. On voit les portes-fenêtres qui sont réutilisées et qui sont aujourd'hui des cabines d'insonorisation. Donc les bureaux professionnels ont été refaits entièrement dans cette idée-là. Dans cette idée-là, c'est-à-dire que ces portes-fenêtres qu'on voit là avaient déjà été utilisées ailleurs et sont issues de la déconstruction. Exactement. Autre exemple alors, si on peut voir ce qui s'est passé avec la ville de Paris. Alors la ville de Paris, elle nous a, suite à un appel d'offres, on a répondu, on a été sélectionné, on a proposé de fournir en mobilier les chambres et une partie des espaces communs. Donc là, on voit l'espace commun, la salle à manger. Et donc, ce sont tous des mobiliers qui ont été fabriqués via le procédé de l'upcycling ou du sur-recyclage, comme Fabrice en parlait. D'accord. Est-ce que c'est bien alors là, on a des entreprises, on a une entreprise militante, on va dire. On a la ville de Paris qui doit soigner son image. Est-ce que chez le commun des mortels, quand vous vous adressez à une entreprise un peu moins militante, on va dire, un peu moins... comment ça se passe ? Comment on leur donne cette envie d'avoir quand même de l'OSB, une fenêtre qui est d'une qualité qui est un peu moyenne quand même, non ? Non, je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord ? Elle est très belle cette fenêtre. Oui, elle est très très belle et surtout elle fonctionne vraiment, c'est totalement insonorisé. Vous pouvez passer vos appels. Là on est comme sur un milieu professionnel, dans des bureaux. Vous pouvez totalement vous isoler tout en étant dans votre bureau. C'est-à-dire que là on ne voit pas, mais en face c'est l'espace l'open space. Oui, c'est un peu l'esprit cabine téléphonique comme il y avait dans les cafés auparavant. D'accord. Donc là, c'est vraiment un espace où je vais m'isoler. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est ça. Comment on le fait accepter ? En fait, l'idée, c'est mais ailleurs que chez ESUS. Oui, voilà, ailleurs que chez ESUS, effectivement. Il y a un gros travail de sensibilisation et de pédagogie quand même qu'il faut faire. Maintenant, on ne peut pas dire que la demande est inexistante. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Oui, absolument. Il y a effectivement... Il y a une demande aujourd'hui ? Oh oui, il y a une demande. Oui, clairement. Nous, on veut se positionner aussi parce qu'il y a la demande. C'est-à-dire que l'éco-conception, ça fait un petit moment maintenant qu'on en parle. Et donc, nous, notre positionnement, c'était l'upcycling parce que c'est un peu différent.
Et qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est non plus que justement de l'éco-conception, c'est aussi d'aller plus loin dans la démarche. Alors, il y en a qui veulent vraiment faire de l'upcycling visible, comme là on peut le voir. On a l'OSB par exemple, comme vous l'avez dit, ça se voit très bien. Et il y en a, ils veulent de l'upcycling un peu plus invisible. On travaille beaucoup avec les maisons de luxe. Effectivement, aujourd'hui, leur volonté, c'est d'intégrer du mobilier recyclé ou en réemploi, mais sans que ça se voit trop, parce qu'elles ont une marque, parce qu'elles ont leur une image, identité. elles veulent conserver leur Exactement. image, mais en même temps, elles veulent que ça se sache, j'imagine. Elles veulent que ça se sache, mais il faut que ça reste en cohérence avec l'image en règle générale. Les maisons de luxe ont envie de le faire, mais elles ont encore un peu besoin de temps. Donc on travaille avec elles sur ce niveau-là. Et les autres points de vente qu'on a pu rénover, là, on peut l'assumer beaucoup plus. Et souvent, effectivement, le bois est un matériau privilégié parce que globalement, esthétiquement, tout le monde l'accepte, même s'il est sous format un USB comme ici. Comme un OSB. Ouais. Bois, justement, bois, forêt, agencement, construction bois. Comment ça marche tout ça? Je vais essayer d'être rapide. J'ai pris conscience ces derniers mois de l'importance de la forêt en fait. Depuis le début de la révolution industrielle, on a extrait de très grandes quantités de carbone du sol et on les a rejetés dans l'atmosphère, ce qui, entre autres choses, contribue au dérèglement climatique. Voilà, on voit ce qui se passe en Allemagne, par exemple. La forêt est un puits de carbone à condition qu'on la cultive. Parce qu'une forêt qui est arrivée à maturité, les arbres en décomposition vont émettre autant de CO2 que les arbres en croissance. Et donc, c'est un poumon, mais c'est un poumon qui est neutre. Or, aujourd'hui, on a besoin d'aller plus loin, on a besoin de capter du carbone de l'atmosphère pour lutter contre le dérèglement climatique. Donc, cultiver la forêt, en faire des maisons, en faire des meubles, faire durer ces maisons le plus longtemps possible, faire durer ces meubles le plus longtemps possible par les boucles d'abord de réemploi, de surcyclage, et puis à la fin, si ce n'est pas possible, de le réemployer à nouveau, en faire des boucles de recyclage en détruisant la matière et en refaisant une matière première. C'est vraiment essentiel pour la lutte contre le changement climatique. Voilà, et c'est essentiel pour donc l'ameublement français s'inscrit totalement dans cette démarche avec Uppers. Totalement. Uppers. Excusez-moi, moi je suis un vieux. L'anglais, c'est à l'ancienne. Hein. Historiquement, l'ameublement français travaille avec du matériau de recyclage qui est le panneau de mélaminé, le panneau d'OSB, le panneau d'aggloméré, etc. Les Uppers viennent ajouter des boucles nouvelles et supplémentaires à ces pratiques. Alors, je reviens vers vous sur l'aspect design, l'importance en fait de quelle que soit la matière qu'on utilise finalement, qu'elle soit recyclée, réemployée ou pas, sur cet aspect design. Même chose, comment on arrive à vendre du design avec du réemploi? Enfin, à proposer, c'est un peu la même question qu'on avait. Alors, je ne sais pas, on a quelque chose à l'image, là, je ne sais pas si... Ouais, est-ce que ça fonctionne? Ouais, alors en fait le design c'est pas. Je pense qu'en fait le problème se pose dans l'autre sens, c'est-à-dire que la question c'est pas de savoir si on arrive à vendre du design avec du réemploi. La question c'est plutôt de se dire est-ce qu'on n'a pas besoin du design pour vendre du réemploi. Il y a un célèbre designer français qui s'appelait Raymond Lévy qui disait que la laideur se vend mal. Et je pense que c'est très vrai, surtout quand on a des coûts de fabrication qui sont relativement élevés et qu'on n'a pas la possibilité de faire de la laideur pas chère. Donc nous, on sait qu'on a, par ce travail de réemploi, des coûts de production qui sont relativement élevés et donc des produits qui vont arriver au moins à commencer par le milieu de gamme sur le marché. Et donc on a besoin en réalité du design pour être capable d'avoir une proposition de valeur qui sache séduire notre clientèle. Voilà, on séduit avec le design quand même. Absolument. Ok. Alors, on voit, hein, ça c'est des images de ce que vous faites vous chez vous, c'est ça, hein? Alors ça, c'est pas chez nous. C'est pas chez vous. C'est à la fabrique. Oui, c'est à la fabrique du temps où on incubait un atelier qui s'appelle l'atelier Emmaüs, qui fait un peu le même genre de travail également, et qui produit du mobilier également à partir des réemplois. On était plutôt sur la période expérimentale et vraiment la création de cette nouvelle gamme de mobilier. On va repartir un petit peu, pour terminer, sur le métier d'agenceur. Julie Salor, en quoi ce métier est important ? Parce qu'il faut peut-être le rappeler. Oui, c'est vrai. Je pense que le métier il a un rôle important dans la transition sur laquelle on est tous en train de se diriger, parce que on est au cœur d'un système. On travaille en fait avec tous les acteurs, aussi bien en amont qu'en aval.
Parce que finalement, en amont, on travaille avec Luc et avec Fabrice, avec tous les membres des Les Uppers. membres là qu'on voit sur le... Tous ceux qui sont impliqués dans l'économie circulaire et sociale et solidaire. Donc en amont, c'est avec eux qu'on travaille. Et en aval, on connaît très bien nos clients. Donc on a aussi ce travail de sensibilisation. On permet en fait de mettre tout le monde en relation, les uns avec les autres. Et finalement, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Parfait. Si je veux en savoir plus sur le mouvement, je vais où? Je m'adresse à qui? Je fais comment? Alors, sur le site de l'ameublement français, qui est organisé par marché, il y a un marché qui s'appelle Upcycling Uppers, et vous y trouvez toutes les informations. Voilà. Donc on peut aller, hein, il suffit de cliquer. Il suffit de cliquer. Je vais vous demander à tous les trois une petite conclusion sur quelque chose. On a fait un bon tour d'horizon, je pense, mais on n'a peut-être pas tout dit. Donc si vous voulez appuyer sur quelque chose en forme de conclusion, on va commencer par vous. Effectivement, on a fait une belle revue de ce qu'on fait. Non, je crois que moi, le seul truc qui me tient à cœur, c'est de dire que voilà, on a des enjeux face à nous avec cette transition écologique qui sont immenses. Mais on commence aujourd'hui à avoir des vraies solutions en main et notamment le travail qu'on conduit avec les Uppers fait partie de ces solutions. Et je vous l'ai dit avec ces chiffres, hein, on est en capacité d'arriver à ces réductions d'émissions qui sont... la présidente von der Leyen l'a redit cette semaine avec son plan pour le climat. Voilà, les objectifs qu'on a de réduction des émissions, ils sont accessibles. Aujourd'hui, on commence à avoir des solutions pour le faire. Ils sont ambitieux, Ouais. mais accessibles. Mais accessibles. Fabrice. Moi, ce qui me semble possible au sein des Uppers, et je vais prendre un axe un tout petit peu plus strictement économique, c'est que historiquement, les Uppers sont des petites structures et les adhérents de l'ameublement français, les industriels conventionnels, sont des beaucoup plus grosses structures. Et je crois qu'il faut qu'on arrive à faire émerger soit des coopérations, des collaborations, soit même des nouvelles entreprises de taille intermédiaire qui vont pouvoir prendre à la fois toute la puissance industrielle et financière des acteurs historiques et aussi toute l'agilité et les solutions nouvelles des petits Uppers qui sont arrivés. Alors les petits Uppers, vous avez le mot de la fin, Julie. Moi, j'ai envie de dire que si vous avez envie d'y aller, ou en tout cas même soyez curieux, toquez à la porte des Uppers, vous verrez, ils pourront faire de très belles choses pour vous. Merci Merci à vous. D'être venu sur le plateau de Bâti Journal pour nous parler des Uppers. C'était notre dernière émission ici au Forum Bois Construction 2021 et je tenais à remercier l'équipe de Plan Rapproché, remercier Oriane, sans qui rien ne serait possible, et remercier Nicolas, sans qui rien ne serait possible non plus. Merci à vous deux. Et donc c'est une émission à retrouver sur notre site Bâti Journal TV, sur le site du Forum Bois Construction et sur le site de France Bois Forêt, notre partenaire. Merci à vous. Merci. Merci.